Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 118 de la saison 5. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Maria Val, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Leslie. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Chouchou. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité, vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant, à vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Passer par la dépression du postpartum concernerait aujourd'hui une mère sur 5, ce qui équivaut à peu près 20% des femmes. Mais combien passent au travers des mailles du filet médical? Combien sont mal diagnostiquées? Combien récidivent lorsqu'elles deviennent mères pour la seconde fois? Autant de questions qui n'ont pas de réponse et qui peuvent mener à des chemins dramatiques pour la mère et son bébé. Madeleine a créé le compte Postpartum ta mère après une première expérience du 4e trimestre très difficile avec son fils Félix. Elle est alors jeune mère et ne sait pas que ressentir cette anxiété et toutes ces difficultés est anormal. À l'arrivée de son 2e fils, Alban, Madeleine décompense, c'est-à-dire qu'elle fait une rechute. Mais cette fois, l'intensité est d'un autre niveau et quelques mois après son accouchement, elle est admise en unité mère-enfant au Kremlin-Bicêtre. Ces unités, encore trop peu répandues en France, ont fait leur apparition dans les pays anglo-saxons dans les années 60. À cette époque, on comprend que séparer le nourrisson ou le bébé de sa mère lorsqu'elle éprouve des difficultés psychiques n'est pas la meilleure solution. Depuis, ces lieux, pensés spécialement pour les maladies mentales liées au fait de devenir mère, ont intégré le paysage français. Sauf que le manque est énorme. Seuls 100 lits seraient disponibles en France quand plus de 700 000 femmes donnent naissance chaque année. Ces lieux essentiels sont des lieux ressources pour permettre à la mère de se retrouver sans interrompre le processus du lien d'attachement avec son bébé. Merci infiniment Madeleine d'avoir témoigné de ton expérience dans ce lieu pensé pour les mères. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Madeleine. Salut Clémentine. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner dans ce podcast. Je le fais pas souvent, de donner la parole à autres que des professionnels, mais c'était tellement important ce sujet que je suis trop contente que tu aies accepté qu'on n'ait plus qu'à aller un moment. Donc tu es maman de 2 enfants et à l'arrivée de ton premier fils, est-ce que tu as tout de suite senti que c'était un tremblement de terre de devenir mère? Oui, après quelques heures après l'accouchement, ça a été comme un effondrement, quoi. J'ai eu l'euphorie d'après l'accouchement
Et puis, de retour dans la chambre, c'était plutôt le soir. Et donc, mon conjoint a dû partir de la maternité. Il ne pouvait pas rester la nuit. Et quand je me suis retrouvée toute seule, ça a été la chute infernale, quoi. Où là, je me suis dit, ça ne va pas le faire. Je ne peux pas me retrouver dans cette situation. Et puis, j'ai rien dit. Les jours suivants, je n'ai pas su dire. Donc tout de suite, à l'arrivée de ton fils, le fait de devenir mère, ça a complètement déstabilisé ta vie. Ouais, c'est ça. J'ai tout de suite aimé, j'ai pas eu de rejet envers lui. Et en même temps, tu vois, je faisais des cauchemars très difficiles où je l'abandonnais. Il y avait une forme de rejet de ce rôle, quoi. Mais en même temps, j'étais très affectueuse avec lui. Mais j'étais flippée, quoi. Vraiment fortement. Et quand tu es à la maternité, ça veut dire que tu dis à personne, est-ce que quelqu'un te demande déjà comment tu vas ? Parce que je pense que c'est aussi une des problématiques. Ouais. Non, voilà, personne ne me demande et ça a été particulièrement... j'ai trouvé que je suis tombée vraiment sur des personnes qui n'étaient pas disponibles. J'avais d'ailleurs gardé ma blouse d'accouchement un bout de temps. En fait, une fois que j'ai accouché, c'était comme si je ne savais plus m'occuper de moi-même non plus. J'ai vraiment été dans un état... je suis pas allée prendre ma douche, par exemple, et je savais, tu vois, je me disais... J'ai pas pensé, ou je me disais, est-ce que je peux prendre ma douche ? Tu vois, je savais plus quoi faire, quoi. Je bougeais plus, je faisais juste que, voilà, on met le bébé au sein, ok. Et en même temps, je me disais, oh là là, j'aime pas ça. Enfin, c'était, tu vois, je subissais, quoi. Vous rentrez chez vous avec votre bébé, votre aîné. Est-ce que tout de suite, tu te dis, il y a un truc qui va pas ? Ou tu te dis, bon, bah, c'est ça, la maternité, on m'a pas prévenu, mais c'est comme ça que ça doit se passer ? Ouais, clairement, je me mets la pression. Et je me dis, t'as tellement voulu cet enfant, c'est visiblement ça d'être parent, et il va falloir que t'assures, quoi. Et voilà, donc j'étais en hypervigilance, j'arrivais pas bien à dormir, bébé non plus. Donc ça a été vraiment très compliqué, et j'osais pas trop en parler à mon conjoint. Parce que c'est bizarre, hein, tu sais, des fois ça réveille des choses chez toi, alors qu'on était un couple très fusionnel, qui partageait tout. Je sais pas, notre bébé est né et d'un coup, chez moi, ça a tout cassé, tu vois. Je sais pas pourquoi. Et d'un coup, je me suis dit, je voulais lui donner une image de mère, une certaine image de la mère que j'étais, quoi. Et pour moi, c'était pas possible d'être en échec dans ses yeux. Donc ça veut dire que tu te sens incapable de lui partager ce que tu ressens au fond de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu peux parler à ce moment-là ? Au bout d'un moment, j'ai une amie qui prend de mes nouvelles. C'est là où j'ai vu que celles qui ont eu des difficultés prennent de mes nouvelles et ont une oreille sensible. Et ça me permet... Mais tu sais, ça reste presque à demi-mot. Parce que moi-même, je ne m'avoue pas complètement. Mais en même temps, ça me fait vraiment du bien de trouver d'autres personnes qui ont trouvé ça très difficile. Et petit à petit, je vais quand même en parler à mon conjoint parce que j'en peux plus, quoi. Ça m'épuise trop. En fait, je supporte pas du tout ce rôle tellement astreignant. Et avec l'allaitement, j'ai trouvé que lui, finalement, il continuait quand même pas mal sa vie. Et que moi, j'étais vraiment coincée avec le bébé au sein. Et ouais, j'avais de l'hyperlactation. Félix, finalement, il était intolérant au lait de vache. On ne savait pas au début. Donc, tu vois, pendant 1 mois et demi, il n'a pas dormi plus de 3/4 d'heure de suite, quoi, jour et nuit. C'était vraiment infernal. Oui, ça s'apparente à de la torture pour les parents. Voilà, et comme moi, tu vois, j'allaitais toute seule. Et toi, j'ai commencé à devenir très irritable. Pas forcément, en plus, hein, on s'en doute. Et puis voilà, je ne sais pas comment ne pas faire une dépression dans ces conditions-là, en fait. Et donc, est-ce que tu as été diagnostiquée en dépression du postpartum par quelqu'un ? Comment ça s'est passé de mettre des mots sur ce que tu ressentais ? J'entendais des informations sur la dépression postpartum, mais tu sais, j'avais décidé que j'en ferais pas, par exemple. J'avais beaucoup projeté, tu vois, de positif. Je suis quelqu'un de très optimiste à la base. Et je me suis dit que ça allait bien aller. Et quand je voyais des informations sur la dépression postpartum, je me disais... Et je faisais les tests, je faisais les questionnaires en ligne. Et j'arrivais pas à être honnête avec moi-même. Et je me disais, par exemple, tu vois, je lisais souvent qu'il y avait du rejet envers son enfant. Et je me disais, non, moi, je l'aime. Je suis vraiment très attachée à lui. J'ai pas de problème d'attachement. Et je me raccrochais à des choses où ça collait pas chez moi. Et tu vois, c'est qu'en me renseignant beaucoup plus tard que j'ai appris que moi, j'avais pas vraiment de la tristesse. J'avais une colère énorme. J'étais vraiment très, très irritable. Et en fait, je déversais tout ça sur mon conjoint. Donc, c'est lui qui a pris cher.
parce que je m'occupais bien de notre fils. Mais du coup, je compensais tout ce que je devais prendre sur moi pour bien m'en occuper. Et derrière, j'étais assez dure, quoi. Alors, comment ça s'est passé justement? T'as lu, tu t'es renseigné? Est-ce que c'est plusieurs mois, années après, tu te dis en fait j'ai fait une dépression du postpartum ou il y a quand même quelqu'un du corps médical qui a posé un diagnostic? Passé 1 an, j'ai commencé à aller mieux parce que voilà, il dormait bien, on avait trouvé le bon lait, beaucoup de choses s'étaient améliorées. Félix, c'était un bébé qui à 1 an avait un rythme nickel, quoi, et ce qui aide beaucoup. Et c'était l'été qui arrivait et je me suis dit j'ai fait 1 an, enfin voilà, il y a eu un truc nouveau, un nouveau départ. Et là du coup je me suis dit là faut que j'aille consulter. C'est là que je me suis dit de le faire. Avant je me disais je vois pas à quel moment je peux aller consulter. Et je me suis dit je vais voir une psychologue, il faut que je lui parle de ce que j'ai vécu parce que j'étais choquée de tout ce que j'avais, épuisée de tout ce que j'avais vécu. Et donc c'est elle, quand j'ai commencé à déballer, qui m'a dit mais comment vous avez fait pour ne pas venir voir un professionnel plus rapidement? Comment vous avez tenu avec tout ça aussi longtemps? Donc elle n'a pas dit le mot dépression parce que je pense que voilà, en tant que psychologue, je sais pas si tu vois, elle était là pour poser vraiment un diagnostic, mais moi après j'ai clairement compris que c'était ça. Quand on parle de dépression du postpartum, pour beaucoup de femmes, il y a une médication. Est-ce que toi, Oui. tu as eu? Et non, j'ai pas eu. Donc à ce moment-là, je prenais des plantes. J'avais trouvé une plante qui m'aidait à être moins anxieuse, à être plus détendue. Et voilà, chez certaines personnes, ça fait pas du tout d'effet les plantes, mais chez moi, ça marchait, quoi. Mais après, voilà, c'est pas du niveau du médicament, mais en tout cas, voilà, ça m'a aidée à ce moment-là. Mais donc non, j'ai eu aucune médication sinon. Est-ce qu'avec du recul, tu as l'impression que ça a affecté ta relation avec ton fils ou tu as tellement pris sur toi que tu as réussi à maintenir ce lien et cet attachement qu'on peut avoir avec son bébé? Ouais, je pense il y a clairement une influence. C'est difficile de savoir laquelle exactement, mais on est très, très, très fusionnels. Lui va avoir tendance à être assez inquiet pour moi, très sensible à ce que moi je vis. Donc je pense que c'est lui qui a senti des choses chez moi. Et c'est à moi d'essayer de le rassurer que c'est bon, maman, elle se gère. Et voilà, si moi je suis pas bien, il peut vraiment partir un peu en live, quoi. Oui, donc tu sens que ça a affecté dans cet ordre-là où c'est lui qui a absorbé tes inquiétudes et qui peut parler maintenant, évidemment. Oui, oui. Et qui peut te le verbaliser. Ouais, c'est ça. Donc, il y avait une psychologue qui m'avait dit peut-être qu'il n'arrivait pas non plus à sombrer dans le sommeil, vous sentant préoccupé. Il devait se dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'il fallait qu'il reste en veille, qu'il y avait peut-être des choses comme ça qui se sont passées. Ça reste que des suppositions, mais voilà, qui sont intéressantes. Alors, vous choisissez d'avoir un deuxième enfant, malgré ton expérience, malgré tout ce que tu as traversé. Et là, tu décides surtout de préparer ton postpartum. Je sais que tu avais déjà créé ton compte postpartum ta mère, donc tu étais très renseignée. Comment est-ce que ça se passe et comment surtout tu prends la décision de te dire on va faire un deuxième enfant? Alors, d'abord, je sais pas pourquoi très vite je me suis mis la pression en me disant, mais vu comment je vis tout ça, au tout début, déjà je regrettais ma vie d'avant. Et après, je me disais, mais je pourrais jamais avoir un deuxième enfant parce que je pourrais jamais revivre tout ça. Donc, ce qu'on s'était dit, même si mon conjoint il en voulait plusieurs, j'ai dit écoute, moi je préfère me dire que on n'en aura qu'un, on s'arrête là. Et si vraiment il y a l'envie d'un deuxième, je te dirai, mais ça dépend de moi en fait. C'est moi qui fais l'enfant, donc j'entendais que lui il en souhaitait un autre, mais il m'a pas mis la pression. Et finalement, aux 2 ans de Félix, la thérapie ayant vraiment aidé parce que j'ai vraiment compris ce que j'avais vécu. Mon compte aussi, Instagram, en me renseignant, j'avais appris plein de choses. Je me suis dit, ça me paraissait possible de vivre les choses différemment. J'avais envie de les vivre différemment. Et je ne sais pas trop l'expliquer autrement que ça avait plus de sens pour moi d'avoir une fratrie que d'en avoir un seul. Je trouvais que Félix, il était vraiment toujours vraiment en relation avec nous, adultes, dans nos discussions, dans nos préoccupations. Et je lui souhaitais aussi une interaction avec un frère ou une sœur. Enfin, voilà, que lui ait un autre interlocuteur, que nous, on ne soit pas juste centrés sur lui. Je ne sais pas, c'est comme ça que c'est venu. Et lui, en fait, on ne l'a pas fait pour lui non plus, mais il réclamait, quoi.
C'est marrant. Aussi jeune, il disait mais moi je suis tout seul. Comme ça qu'on s'est décidé. Mais j'ai aussi dit à mon conjoint, il y aura des conditions. On n'en fait pas un deuxième sous n'importe quelle condition. Déjà, par exemple, je n'allaiterai pas. On donnera le biberon tous les deux. Et il faudra vraiment un investissement conjoint très fort, quoi. Et donc ça se passe. Donc raconte-nous les conditions que vous avez posées tous les deux. Et ensuite, comment se passe l'arrivée d'Alban, ton deuxième bébé? Comment est-ce que tu te sens à ce moment-là? Donc, les conditions, c'était que je n'allaite pas, qu'on donne le biberon, qu'il reste à la maternité toutes les nuits. Donc, c'est que ce soit une maternité où je sois jamais seule sans lui. Et qu'après, je puisse avoir vraiment plusieurs semaines de repos où je puisse vraiment m'appuyer sur d'autres personnes autour de moi qui me soutiennent. Donc ouais, ça c'était les conditions fortes. Et aussi de dire, tu prévois rien professionnellement d'important en fait dans les 3 mois qui suivent. On prévoit rien non plus personnellement d'impératif dans les 3 mois. Et il y a Noël d'ailleurs qui arrivait parce que j'accouchais fin octobre. Et j'ai dit, on fête pas Noël éventuellement. On est prêt à renoncer à tout pour vraiment accueillir ce bébé dans la sérénité, quoi. Et donc, quand arrive Alban, est-ce que tu as la même sensation que quand Félix arrive, que tu es complètement dépassée et que c'est très difficile, ou au contraire, c'est beaucoup plus apaisé? Non, beaucoup plus apaisé. Alors aussi, une des préparations que j'ai faites, c'est que là, par contre, je me suis fait suivre par la psychologue de la maternité, déjà avant d'accoucher, qui m'a orientée vers une psychiatre, parce qu'elle trouvait quand même que j'étais assez anxieuse. Plus l'accouchement approchait, plus elle me disait « ce serait mieux, comme ça, vous la connaissez déjà, si vous en avez besoin après l'accouchement, voilà, vous êtes déjà en lien ». Donc, j'ai commencé à la voir et elle m'a prescrit des anxiolytiques que j'ai pris en fin de grossesse et qui m'ont bien aidée. J'étais pas anxieuse dans le sens, flipper d'accoucher à nouveau ou de revivre ce postpartum. Bien sûr, j'avais des craintes, mais c'est vraiment ma nature. Et puis, je pense que hormonalement, tu vois, là, en fin de grossesse, les hormones changent et il y avait quelque chose qui se passait. Et j'accouche. Alors déjà, voilà, j'ai fait une autre préparation à l'accouchement. J'ai pu accoucher sans péridurale et c'était absolument génial. Voilà, j'ai revécu une belle euphorie en accueillant mon bébé. Et on arrive en chambre et non, vraiment, j'ai pas du tout vécu l'effondrement que j'avais vécu pour Félix. J'étais avec Jérémy tout le temps. Il y avait un matelas à côté de mon lit. La chambre, je me sentais bien dedans. J'ai aussi pas voulu accoucher dans le même hôpital, aussi juste pour pas être de nouveau dans le même cadre, tu vois. Et ça a été différent. Et je me souviens que, tu vois, les anxiolytiques, je les prenais au besoin. J'en ai pris à la maternité pour pouvoir quand même réussir à dormir parce que l'hypervigilance, elle est quand même là. Quand tu as un terrain anxieux, c'est quand même... Et ça m'a énormément aidée. J'en ai pas beaucoup pris, mais tu vois, les premiers mois, j'en ai pris régulièrement. Ça m'a vraiment bien soutenue, en fait. Comment est-ce que, du coup, ça se passe après? Parce que on sent bien, et même tu l'as beaucoup dit sur ton compte Instagram, que finalement, c'était une expérience qui était douce, c'était une bulle, que tu avais réussi à créer ça et à limiter l'effondrement que tu avais ressenti pour ton premier. À quel moment tu sens que ça commence à basculer? Le premier mois a été vraiment absolument magique. Voilà, j'étais jamais seule, très soutenue. J'avais encore eu une doula qui est venue une fois par semaine le mois suivant, pendant 2 mois. Le 3e mois, je commence à me sentir un peu plus seule, enfin moins épaulée, tu vois. Et je sens qu'en fait, j'en aurais encore besoin, mais que voilà, mon bébé grandit. Et je sens que voilà, il va y avoir le retour au travail qui arrive. On ne trouve pas de mode de garde pour Alban, où voilà, il y a une piste pour une nounou, mais voilà, tout ça commence à me stresser quand même. Donc je sens quand même que sur la fin de mon congé maternité, que j'avais prolongé donc jusqu'à ces 4 mois, ça va toujours bien, hein, mais je suis un petit peu plus anxieuse quand même. Et ça bascule vraiment à la toute fin du congé maternité. Donc je pense, tu vois, à l'approche de la reprise du travail. Alors que j'avais très très bien vécu la reprise après Félix, ça m'avait fait beaucoup de bien. Donc comme quoi, tu sais, il se passe jamais quelque chose qui s'était complètement bien passé. Il peut être très difficile après. Et là, je sens mon comportement qui change. Tu sais, c'est le contexte, c'était fin février. J'ai repris mi-février, mais en gros, il y avait le contexte de la guerre en Ukraine. Voilà, je m'inquiète pour ça. Je m'inquiète de manière démesurée. C'est-à-dire que je commence à avoir complètement peur d'une attaque chez nous d'un jour à l'autre. Voilà, je deviens un peu irrationnelle sur plein de trucs. Et ça m'a vraiment rappelé
avec Félix. Où je me souviens, quand j'étais seule en congé maternité, j'avais comme des délires paranoïaques, tu vois, un peu quand t'es pas bien, quoi. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, j'ai reconnu, tu vois, toute seule. Et là, je dis, alors, ce qu'on s'était dit avec Jérémy avant le deuxième, c'est qu'on a dit, j'ai un fort risque de refaire une dépression postpartum. On prend tous les deux ça en compte et on est OK avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Il faut une prise en charge cette fois-ci. Ce sera pas forcément facile. Enfin, tu vois, on en avait parlé. J'avais besoin qu'il l'accepte d'emblée, tu vois, pour qu'on n'ait pas à l'accepter une fois que ça arrive, à se dire oh là là, ben non, on pensait que ça allait pas arriver. Donc moi, je parle à Jérémy et je lui dis écoute, je veux juste te dire que là, je sens que ça va pas et que je prendrai mes responsabilités seule. Pour me prendre en charge. Je sais pas pourquoi je dis seule, mais je crois que c'était pour dire que je prenais mes responsabilités, je sais pas. Et en fait, il y a aussi eu un moment où j'ai vraiment fait une crise à la maison, devant les enfants, enfin devant tout le monde, avec mon conjoint. Et tu vois, j'ai vraiment hurlé, j'ai claqué les placards de la cuisine. Enfin, tu sais, vraiment, j'ai perdu le contrôle. Alors, je suis quelqu'un quand même vachement dans le contrôle. Et là, j'ai perdu le contrôle, quoi, vraiment. Et ça m'a fait perdre confiance en moi. J'avais jamais ressenti ça, de me dire que vraiment, je peux vriller, tu vois. Alors, en vrai, il faut complètement relativiser, tu vois. C'est pas non plus... je me suis en plus complètement excusée très rapidement. Mais moi, je me suis dit, je réagis pas comme d'habitude. Donc voilà, tu vois, tout ça se passe sur 3 semaines. Oula, on sent que ça... Lundi matin, j'arrive au travail... Alors que ça allait quand même en partant de chez moi. Je sens que ça va pas du tout. Tu vois, on me parle au boulot, comme si je comprenais plus rien. Et puis quand je parle, j'ai l'impression que c'est pas moi qui parle. Quand je marche, j'ai l'impression que c'est pas moi qui marche. Voilà, vraiment là, un truc qui se passe. Je suis incapable de travailler. C'est-à-dire, tu vois, c'est intellectuellement et psychologiquement, je comprends pas ce que mon cerveau fait. Et j'arrête pas de me prendre la tête entre les mains et tout, mes collègues disent qu'est-ce qu'il y a et tout. Et en fait, je suis partie aux urgences. Et là... De toi-même ? Ouais, de moi-même. Parce que et j'ai rien dit à mon conjoint, parce que je t'avoue que quand je suis partie aux urgences, je me suis dit, ils vont me donner un médicament qui va régler tout ça. Et je vais rentrer chez moi. Éventuellement avec un petit arrêt pour me reposer. Mais en fait, non. Aux urgences, je leur ai raconté ce qui se passait et ils m'ont dit on va vous hospitaliser. Et ça a été difficile parce que j'avais pas envisagé ça. En même temps, c'était quand même l'idéal parce que je voyais bien, je me disais bien si je rentre à la maison et que j'ai encore tous ces symptômes, je peux pas non plus m'occuper des enfants. Donc en fait, il faut que effectivement c'est pas une mauvaise idée. Donc j'appelle mon conjoint Jérémy. Et je lui dis ça, donc pour lui c'est aussi pas facile parce que voilà, ça veut dire beaucoup de choses. Au niveau organisation, puis aussi de ce qui m'arrive, je lui dis tu peux m'amener à Alban demain parce que c'est une unité mère-bébé, donc je peux rester avec Alban, qui avait donc 5 mois à l'époque. Et donc voilà, il me dit bah ouais, ok, mais il pouvait pas dire grand-chose en fait, hein, c'est juste que ça s'est fait comme ça et moi j'ai pas lutté, je voulais juste qu'on m'aide quoi. À ce moment-là, du coup, t'as pas non plus dit au revoir ou vu ton grand pour lui expliquer ce qui se passe. Donc, t'es vraiment du jour au lendemain, tu vas dans cette unité mère-enfant. J'en aurais parlé dans l'intro, hein, mais t'as beaucoup de chance finalement qu'il y ait une unité mère-enfant à côté de chez toi. Oui. Parce que malheureusement, il y en a très très peu en France. Raconte-nous comment ça se passe, du coup, une unité mère-enfant et combien de temps tu es restée ? Alors, je suis restée 5 à 6 semaines. Voilà, c'était plutôt... eux, ils m'ont dit c'est un séjour moyen, ça peut être plus long aussi. C'est le temps de mettre en place un traitement, de vraiment parler pour savoir ce qui se passe. Une unité mère-bébé, c'est une unité spéciale qui est faite avec une salle d'éveil pour les bébés. Il y a des jouets, il y a une salle de puériculture pour le change. Donc, voilà, en plus des chambres, il y a ces espaces de vie avec les bébés, puis il y a là où il y a leur lit. Moi, ce qui était pas facile, c'est que je pensais qu'Alban, il allait dormir dans la chambre avec moi, parce que jusque-là, il avait toujours dormi à côté de moi. Et donc, ça a été la première séparation la nuit, là-bas. Et la nuit, je n'avais pas le droit de m'en occuper.
Donc il y avait des personnes qui la nuit étaient chargées de s'occuper des bébés. Et ça c'était pas facile. Et en même temps, la priorité c'était que je me repose, que je récupère du sommeil. Donc il y a des puéricultrices à temps plein qui sont là, qui en fait t'accompagnent dans tous les moments avec le bébé. Au tout début, comme j'étais pas bien, j'étais très sur la défensive, j'avais du mal encore à accepter d'être là. Donc, je le prenais un peu mal qu'on me fasse des remarques sur ah, pourquoi vous faites ça comme ça, ou vous pourriez faire ça comme ça. Et puis, petit à petit, je me suis vraiment. J'ai vu le bienfait. Que leur métier, c'était en fait ça, c'était de m'accompagner. Et du coup, après, quand j'ai accepté, ça a été super agréable parce que moi, j'ai appris en fait encore plein de choses sur comment s'occuper des bébés. Et, voilà, on donnait jamais le bain toute seule. C'était vraiment très sécurisant. Et après, il y a les infirmiers aussi. Les infirmiers, je pense qu'ils observent. En fait, on n'a pas le droit non plus forcément aux sorties. Enfin, tu peux pas sortir comme ça. Donc, si tu veux faire juste un petit tour dehors, tu dois demander, tu es accompagné. Et ce qui était bien, c'est que par contre, j'avais droit aux visites autant que je voulais. Donc, Jérémy et Félix, ils ont pu venir me voir très régulièrement. Alors, ils rentraient pas dans l'unité, mais il y avait un petit salon où on allait dehors. Et ça, c'était très bien quand même. Mais maintenant, j'ai les souvenirs qui me reviennent. Au tout début, quand je suis arrivée, je pense qu'une fois que j'étais dans l'unité, j'ai un peu plus lâché. Et en fait, absolument tout me faisait pleurer. Et donc, c'est vrai que Félix, j'avais pas pu lui dire au revoir. Et donc, dès le lendemain matin, je voulais absolument pouvoir lui parler sur WhatsApp. Sauf que j'étais incapable de parler sans pleurer. Hein. Et ça a duré plusieurs jours où c'était impossible de parler sans pleurer. Et voilà, donc c'est sûr que pour Félix, ça faisait peut-être encore une chose pas facile qui arrivait à sa maman. Et jusque-là, il n'a jamais voulu en reparler. Même quand j'y étais, j'essayais de lui dire, c'est parce que maman est très fatiguée, elle se sent pas très bien, mais là, on est juste là pour s'occuper de moi et je vais revenir. Mais quand je lui parlais comme ça, il tournait la tête, il voulait pas en parler, quoi. Quand tu es dans l'unité mère-enfant, que tu arrives des urgences, est-ce que la première chose que tu fais, c'est voir un psychiatre ou une psychiatre ? Est-ce que tout de suite, il y a une évaluation pour poser des mots sur ce qui t'arrive, sur ce qui se passe, pour dire peut-être, vous n'allez pas sortir demain, vous n'allez pas sortir la semaine prochaine, ça va au moins prendre 5-6 semaines. Est-ce que on te conscientise ce qui est en train de se passer ? Tout de suite, ça que je veux dire. Oui. Alors, déjà, dans la prise en charge aux urgences, moi, j'ai tout de suite dit, non, mais pour combien de temps ? Parce que moi, je fais 1 semaine maximum. Et elle m'a dit, oui, c'est 1 semaine ou 2. Je monte je pense qu'ils ont l'habitude, tu vois, de gérer ça. Je monte, tout de suite, je redemande, oui, vous verrez demain avec le psychiatre. Et quand je vois, donc en fait, j'ai oublié une chose très importante, c'est que tous les jours, tu as tout le staff de psychiatre qui vient tous les matins faire le point, quoi. Et là, dès le premier matin, on me dit, non, mais là, vous êtes là pour peut-être 2 mois, quoi. Et là, c'était dur, hein. Mais en même temps, c'était dit et il fallait que je commence à accepter et à lâcher prise. Si tu te dis que tu restes qu'1 semaine, tu lâches pas complètement prise. Et pour eux aussi, c'est une manière de pouvoir évaluer effectivement ce qui t'arrive et de pouvoir mettre en place un traitement qui, c'est pas au bout d'1 semaine que tu vois si la molécule, elle va, tu vois. Et à ce moment-là, on te dit quoi ? On te dit, vous êtes en train de faire une dépression du postpartum, vous êtes en décompensation, qu'est-ce que c'est qui est posé comme diagnostic ? Alors, les psychiatres écoutent beaucoup, mais ne font pas beaucoup de retours. Non, ils m'ont dit que ce qui m'arrivait était quand même sans doute dû à une première dépression du postpartum mal soignée, que du coup, ça fragilisait d'autant plus, que j'avais un terrain psychologique fragile, que c'était comme une forme de décompensation. Ils n'ont jamais vraiment dit de diagnostic, mais ils ont parlé, tu vois, de troubles anxieux généralisés, de symptomatologie anxio-dépressive. Voilà, et ils m'ont dit, parce qu'en fait, moi, il y a un terrain bipolaire dans ma famille, ils ont dit, vous savez, parmi les mamans qui viennent ici, 50% c'est des dépressions postpartum, 50% c'est un trouble bipolaire. Parce que le postpartum est un terrain explosif sur les fragilités psychiatriques.
Du coup, voilà, c'était super intéressant déjà de l'apprendre. On ne nous le dit pas. Et puis, on m'a dit, vous allez être très fragile pendant 1 an et fragile pendant 3 ans. Donc, c'est marrant parce que ça rejoint les 3 ans de Anna Roy. Du postpartum. Quand elle parle du postpartum. Et elle parle, voilà, elles ont dit la fragilité psychologique, ça va être 3 ans, quoi. Donc, c'est pas rien quand on te dit ça. Parce que tu te dis, bon, ça va être... va falloir que je prenne vraiment soin de moi, que je sois bien entourée. J'ai eu un peu de... Je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai fait à mes enfants je suis peut-être trop fragile pour en avoir, quoi. Et en même temps, j'ai vu qu'après Félix, je me suis relevée et j'allais vraiment mieux. Je me retrouvais, quoi. Donc, je me dis, ça va de nouveau m'arriver, mais je dois passer par là. Et c'était un enfer, en fait, ce par quoi je suis passée à ce moment-là. Mais voilà, j'étais quand même bien entourée. C'était bien de pouvoir parler, de pouvoir vraiment... Avant, je sais pas si j'aurais dit que j'étais vraiment anxieuse avant tout ça. Je savais pas trop forcément quoi mettre là derrière. Et maintenant, j'ai compris effectivement que c'était ça que je vivais depuis toute petite, en fait. Hein. Je suis très anxieuse depuis très, très jeune. Et puis, l'anxiété du postpartum, tu sais, on parle beaucoup de la dépression du postpartum, mais l'anxiété du postpartum, c'est assez commun aussi, malheureusement. Oui. Mais ça, on n'en parle pas du tout, on ne le traite pas du tout. On dit et l'hypervigilance dont tu parles. Enfin, moi, je sais que je l'ai vécu comme toi. Moi aussi, je pense que je souffrais d'anxiété du postpartum. Et malheureusement, c'est encore un terrain trop peu exploré ou en tout cas démocratisé. Et comme tu dis, c'est un terrain explosif, le postpartum, on le sait. Pour certaines, c'est aucun souci, il n'y a rien qui se passe. Et pour d'autres, c'est ça. Voilà, c'est dur. Et je pense que c'est pour ça que et toi et moi, on prend la parole sur ces sujets. C'est que, comme tu dis, on a une sensibilité, on y a été confrontés, donc on sait que ça peut chambouler. Et aussi de savoir qu'il y a des solutions. Mm-hmm. Qu'il y a des endroits comme ça qui existent, qu'on peut contacter directement ou voilà, en passant par son médecin ou par les urgences. Mais moi, je trouve ça important. Au début, quand je suis arrivée, j'avais tellement honte, je voulais même pas appeler ma mère pour lui dire que j'étais là. Voilà, c'est dans une unité psychiatrique. Enfin, tu vois, c'est dur. Mais c'est à cause des préjugés qu'on a. Alors qu'en fait, je me suis dit, mais c'est génial, les unités psychiatriques. Enfin, on prend vraiment super bien soin de toi et de ta santé mentale, quoi. Enfin, c'est... Là, tu peux vraiment dire tes difficultés telles qu'il n'y a pas vraiment d'autres médecins à qui tu peux les expliquer, quoi. Et puis, ce sont des spécialistes de ça. Donc, tu es aussi face à des gens qui peuvent tout à fait comprendre tout ce que tu traverses et tu peux tout dire. Enfin, quand on ose dire, évidemment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu une journée type dans une unité mère-enfant ? Est-ce que tu croises les autres mères ? Est-ce que tu croises les autres bébés ? Enfin, comment ça se passe ? Oui. Alors, on n'a pas le droit d'avoir nos bébés dans nos chambres. Donc, ce qui fait que tu es forcément en dehors de ta chambre avec ton bébé. Enfin, je pense qu'elles ont toutes des fonctionnements différents, mais là où j'étais, c'était comme ça. Donc, forcément, dans les lieux communs, soit il y avait un petit salon et il y avait une salle de jeu, d'éveil pour bébés, on est avec d'autres mères et leurs bébés. Et du coup, on lie d'amitié assez facilement. Certaines, on voit, elles ont vraiment pas envie de parler, donc on leur parle pas. Mais voilà, et je me suis fait, on peut dire, comme une amie. Enfin, on est toujours en contact, tu vois. Et elle m'a dit, j'ai jamais eu de difficulté dans ma vie. Et là, ça lui est tombé dessus. Elle a eu une dépression postpartum assez hard. Son bébé avait juste 1 mois ou 2. La plupart viennent, leurs bébés ont 1 mois ou 2. J'étais celle qui avait le plus grand bébé. Donc à 5 mois, tu vois. Donc elles arrivent vraiment très, très rapidement. Mais du coup, c'est intéressant de se parler. Du coup, on se dit aussi chacune quelle molécule on a, quel médicament, et on en rigole. Donc en fait, ça fait du bien, tu vois. Ça permet de dédramatiser un peu ou de dire ah ouais, on s'entend un peu moins bien avec tel cadre ou voilà les astuces pour je sais pas. Ah oui, parce qu'on n'avait pas notre téléphone non plus. T'as pas ton téléphone. Il est gardé dans leur local, leur bureau. T'as pas ton chargeur et tout. Enfin, voilà, et donc, tu as droit à ton téléphone au temps de repas. Donc, ta journée, c'est que le matin, tu te lèves, on te réveille. Si t'es pas réveillé, on te réveille dès que ton bébé est réveillé du matin, quoi. À partir de 6-7 heures, c'est fini la garde de nuit. Donc là, tu t'occupes de ton bébé. Tu peux aussi demander, si par exemple tu dis je vais aller prendre ma douche, il y a toujours quelqu'un de disponible pour garder ton bébé en fait.
Mais sinon, tu t'en occupes autant que tu veux et tu t'en occupes aussi pas autant que tu veux. C'est-à-dire que si tu veux dire aujourd'hui, je veux pas m'en occuper de la journée, tu t'en occupes pas de la journée. Et donc ça, c'est quand même pas mal quand tu as besoin de te reposer. Donc je pouvais faire mes siestes, je faisais 2 siestes par jour, le matin et l'après-midi. C'est très rythmé par les repas comme la vie à l'hôpital. Hein. Et voilà, j'attendais toujours le repas parce qu'il y avait mon portable avec. Et donc on l'avait, tu vois. Au final, ça va, ça fait, je pense, 3 heures dans la journée parce que je pense qu'on le gardait 3/4 d'heure, 1 heure le matin, à midi et puis le soir. Mais en fait, le temps de correspondre avec tout le monde, d'appeler ses proches, ça passait vite, quoi. Au bout de combien de temps est-ce que tu sens que tu commences à aller mieux et que y a des progrès? Alors, ce qui a été particulier, c'est que j'ai été mieux d'un coup. Alors, au début, je trouvais que ça allait. Puis au bout de 2 semaines, j'ai fait d'abord une chute, donc ça allait encore pire. Puis après, j'allais complètement mieux. Donc, tu vois, pas stable du tout, mon état. Et en même temps, on testait des médicaments. Finalement, il y avait un médicament... Enfin, comme je continuais d'aller mieux sur les 2-3 dernières semaines, peut-être les 2 dernières semaines, j'ai fait de plus en plus de sorties. Donc, c'est des permissions qui étaient de 24 heures. Donc, je partais le matin et je rentrais le soir et je pouvais passer la journée avec ma famille. Et à la fin, la dernière permission avant la sortie, c'est une permission de 2 jours. Donc, tu passes la nuit chez toi. Et là, j'ai fait cette permission et je me suis dit, ouais, ça va être dur. Ça a été dur, tu vois. D'être de nouveau à la maison, de dormir à la maison, de refaire encore une journée. En fait, au bout d'1 mois et demi à l'hôpital, tu t'habitues aussi. Tu fais plus à manger. On s'occupe bien de toi, quoi. Même si c'est horrible l'hôpital, je veux dire, enfin, c'est moche. C'est pas drôle, quoi. C'est pas la vraie vie. Mais il y a quand même une prise en charge qui, quand t'es fragile, c'est très sécurisant. Donc, je me suis dit, ouais, ça va être difficile. Et effectivement, en fait, je suis sortie et directement, ça a été de nouveau très compliqué. Donc, tout le mois de mai, je devais me réhabituer à rentrer dans un magasin pour acheter des choses. En fait, tout était angoissant, en fait. Parce que c'est ça, je suis passée de anxiété à crise d'angoisse. À l'hôpital, j'ai fait des grosses crises d'angoisse. Et là, après, j'avais toujours peur de refaire des crises d'angoisse. Donc j'ai été vraiment avec des anxiolytiques toute la journée. Et petit à petit, tu vois, avec beaucoup de courage, persévérance, je suis en arrêt et je m'occupe d'Alban parce qu'on n'a toujours pas de mode de garde. Ça commence quand même à aller vers le mieux très lentement, quoi. Et en juin, ma psychiatre, elle me dit... Si vous vous sentez de reprendre le travail en mi-temps, on peut faire ça. J'ai refusé le mi-temps, j'aurais pas dû, parce que je me suis dit, mon travail, il se fait pas à mi-temps, c'est à temps plein ou pas. Et je sais pas, j'avais comme envie aussi de changement, de retrouver, tu vois, cette vie sociale du travail, ça donne envie. Puis je savais que l'été arrivait, donc ça allait te faire un retour en douceur. Ça s'est bien passé, j'ai eu un accueil de mes collègues vraiment très, très chaleureux. Voilà, il y a eu l'été et voilà, durant l'été, surtout au mois d'août, j'ai commencé à voir le mieux arriver. Et tu vois, là, septembre, octobre, je sens juste que c'est un peu up and down. C'est pas stable toujours, mais clairement, je vais vers le mieux. Et là, la psychiatre, on a encore rajouté un autre médicament, tu vois. Enfin, c'est vraiment... En fait, je crois que pour certains, les diagnostics, ils sont très rapides, mais il y en a d'autres aussi où on voit que le psychiatre, il a besoin de te voir sur plus d'1 année pour vraiment dire c'est exactement ça le traitement qu'il vous faut. Je pense quand même que là, on est sur une très très bonne piste. Je sens un vrai mieux. Mais c'est vrai que je peux d'un coup faire une chute que je m'explique pas entièrement et où ça va plus, quoi. Et c'est pas facile à gérer. Et je crois que... Enfin, toi, tu as 3 enfants, hein, mais... Moi, je trouve qu'avec 2 enfants, il y a vraiment eu ce truc. Ça me paraissait presque impossible, tu vois, comme mission de travailler tous les deux, plus s'occuper de nos enfants. Je pense que j'ai vraiment cette difficulté, surtout avec des enfants en bas âge, de me dire cette charge d'enfants dépendants, pas autonomes, plus des responsabilités au travail, la gestion de la vie quotidienne et pas de famille proche. C'est un peu angoissant quand même, en fait, de base. Oui. Pas besoin d'être anxieux pour que ce soit difficile. Hein.
Exactement, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc quand je suis sortie de l'hôpital, en fait, je me suis juste retrouvée avec mes angoisses normales, tu vois. C'était pas des choses incroyables, c'est juste que c'était les responsabilités normales, quoi. Comment ça s'est passé avec Jérémy? Parce que du jour au lendemain, tu l'appelles, tu lui dis je vais en unité mère-enfant. Tu l'as mentionné, vous en aviez parlé avant, vous étiez OK avec les conséquences, même si j'imagine bien que vous n'aviez pas du tout pensé à celle-ci. Le fait que d'un coup, lui, il te voit plus et il voit plus non plus votre bébé, quelque part, et qu'il a la charge à 100% de votre grand. Comment de son côté, vous l'avez vécu en tant que couple? Alors, pas trop mal sur le moment, parce que il fallait juste faire face à la situation. On a été courageux, je sais pas comment dire, et on a fait. Et finalement, on a trouvé que Félix, étonnamment, vraiment, tu vois, on l'explique pas vu ce que je t'ai expliqué, a très bien réagi quand même. En fait, il pouvait me parler sur WhatsApp. On lui a dit que j'étais à l'hôpital pour me reposer. Et ah oui, en fait, ce qui a joué, c'est que quelques semaines avant, il est allé à l'hôpital, lui, 2 jours pour une désensibilisation à l'œuf, parce qu'il est aussi intolérant à l'œuf. Et il a été hyper bien reçu. Il était dans une chambre magnifique, j'ai vu des photos, et il avait eu du poulet frites. Enfin, tu vois, c'était vraiment... le paradis pour l'hôpital. Exactement. Et en fait, quand il a su que moi j'étais à l'hôpital, il a projeté ça. Tu vois, il a projeté sa super journée. Et donc, il croyait que j'étais à un endroit génial. Et ça a aidé. Après, sur la durée, donc moi, en fait, comme j'ai dit, au bout de 2 semaines à l'hôpital, je vais pas bien du tout, à un point que je peux plus m'occuper d'Alban. Et en fait, j'ai dit que moi, je voulais pas que eux s'en occupent à 100%, mais je préférais qu'ils rentrent à la maison et que j'appelle ma mère, qu'elle vienne habiter chez nous et que du coup, elle aide Jérémy pour s'occuper d'Alban et de Félix. Et ils ont accepté. Au début, ils ont laissé un petit délai et après, ils ont accepté. Mais parce que j'arrivais même plus à le porter. En fait, mes angoisses faisaient que je perdais les forces physiquement. Tu sais, j'arrivais plus à marcher vite, j'arrivais plus à le porter. C'était vraiment un état de gros stress. Et je supportais pas d'être près de lui dans cet état-là. Et je savais qu'il manquerait de rien auprès de son papa et de sa mamie, quoi. Donc, c'est ce qu'on a fait. Et donc, Jérémy, il a eu ce soutien-là après pendant 4 semaines, tu vois. Après, mon retour, c'était pas facile parce que je suis pas rentrée en me disant youpla boum, me voici en pleine forme. Donc, j'étais vraiment pas bien. Donc, il a encore dû faire beaucoup. Pour savoir que déjà pour Félix, la première année où moi, j'étais pas bien, il a perdu 10 kilos. Pendant le confinement où j'étais aussi un peu en dépression, il a perdu 6 kilos. Donc voilà, c'est quelqu'un qui prend beaucoup sur lui et qui encaisse. Après voilà, je ne veux pas le présenter en super-héros, il n'est pas parfait non plus. Hein. Mais voilà, en tout cas, on a veillé à ça, on avait conscience, on a dit, on sait qu'il a une tendance à perdre énormément de poids quand moi je ne suis pas bien. Donc on avait ça en tête, donc j'ai aussi fait attention à lui. Et c'était pendant l'été où justement il a dit c'est trop dur. On n'a même pas de vacances où on peut se reposer parce que voilà, avec 2 enfants, hein, tu vois le truc. Et en fait, je pense qu'à un moment il pouvait plus respirer, quoi, parce que il y avait plus d'endroit où se reposer. Et moi je lui dis mais je te comprends, mais juste pars, vas-y, fais-toi une semaine ailleurs. Moi je vais chez ma mère ou je sais pas trop où, mais on s'organise. Mais bon, finalement, c'est passé. Il a un thérapeute aussi qui voit, qui parle. Et après, il m'a aussi dit, moi, il dit, si t'es bien suivi, si voilà, toi, t'as bien ton suivi, moi, ça me rassure. Ça... Donc, la manière dont on gère, c'est aussi qu'il se mêle pas non plus forcément trop de mon suivi. Je m'en occupe. Avant, voilà, on avait tendance à beaucoup se partager et maintenant, on essaie aussi de se préserver. C'est-à-dire que faut juste tenir le coup aussi pour nos enfants et que du coup il a pas besoin de tout savoir et voilà, j'essaye aussi de lui laisser de l'espace ou un peu de temps de ressources parce que quand je suis pas bien, c'est sûr que je peux avoir tendance à vouloir vraiment tu vois, qu'il soit hyper disponible, etc., quoi. Donc voilà, des hauts et des bas, mais clairement là ça va bien. Donc si j'ai bien compris, tu as fait 2 semaines en unité mère-enfant avec ton bébé. Et après, tu as passé 4 semaines seule pour prendre soin de toi. C'est ça? Oui, hein? c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. Et en fait, donc c'est possible d'être en unité mère-bébé. C'est pas le cas classique. Hein, j'étais la seule qui a fait ça. Hein. Et parce que tu l'as mentionné, t'as un bébé un peu plus âgé aussi. Oui. Peut-être aussi, que c'est plus faisable dans ces conditions-là.
c'est plus faisable. Et aussi, c'est aussi pour dire ce que j'ai vraiment apprécié de la part des psychiatres là-bas, c'est qu'ils sont très à l'écoute. C'est-à-dire que vraiment, si tu expliques qu'il y a quelque chose qui n'est pas possible pour toi, éventuellement, tu vois, ils vont mettre un délai pour y réfléchir, mais ils étaient vraiment très, très à l'écoute. Même quand je leur disais, voilà, quand je reçois des conseils pour ceci, cela avec mon bébé, moi, j'ai besoin qu'on m'encourage en me disant vous faites bien et tout, voilà, faut me soutenir et tout. Donc, ils passaient le message à l'équipe. Et aussi, pour moi, le fait qu'ils ne s'emballent pas tout de suite sur un diagnostic ou des choses comme ça, ou quand je leur racontais les choses, je trouvais qu'ils étaient très prudents, prenaient leur temps. C'était très sécurisant aussi, ça. Aujourd'hui, on est quelques mois après ton hospitalisation dans cette unité. Qu'est-ce que tu en retiens ? Que je trouve ça génial que ça existe, vraiment. Si j'avais connu pour Félix, je pense que ça m'aurait fait du bien aussi. Je pense que pour une première, surtout pour un premier enfant, d'être accompagné comme ça quand tu es en détresse et qu'on t'explique même, tu as tout pour les gestes du quotidien avec ton bébé, c'est super. Voilà, ça a été difficile, quand même la solitude, loin de ma famille. Ça n'a pas été facile. Ça a été des moments très difficiles, mais voilà, au final, ça a été quand même utile. Ouais, c'est ce que je dirais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu continues la thérapie ? Est-ce que c'est requis dans ton traitement ? Est-ce qu'il y a des choses, quand on t'a dit vous pouvez sortir, s'il y a une rechute, on vous réhospitalise, si le traitement, est-ce qu'il y a des prérequis ? Comment ça se passe quand on sort d'une unité comme ça ? Alors oui, déjà ils nous disent voici notre numéro, vous nous appelez à n'importe quel moment, déjà juste pour parler, juste parce que nous on vous connaît, même si ça va pas. Et d'ailleurs, j'avais toujours la psychiatre que j'avais avant, mais maintenant je suis suivie par cette psychiatre que j'avais à l'hôpital, c'est elle qui me suit. Ils m'ont dit plusieurs choses très précises. Déjà, moi j'étais à temps partiel, donc j'avais une journée prévue avec Alban, et ils m'ont dit en fait il vous faut une journée dans la semaine juste pour vous. C'est interdit que vous ayez travail et enfant non-stop. Donc voilà, c'est interdit. Donc maintenant, le mercredi, c'est ma journée où j'ai pas d'enfant et où en fait je me repose. En fait, c'est incroyable, mais en fait, je fais quasiment rien de cette journée. Je me repose, quoi. Mais c'est pas incroyable. En vrai, tu sais, je trouve que si on prenait les choses dans le bon ordre et qu'on avait été une société soutenante de parents, ce serait pas incroyable que les parents ils aient une journée pour eux pour rien faire et pour recharger leur batterie. Tu vois, c'est juste qu'on est conditionné pour dire ne rien faire, ça paraît fou, alors que ça devrait être obligatoire pour les parents de jeunes enfants. Bah ouais. Non mais c'est vrai, hein, vraiment, je me dis... Heureusement qu'ils m'ont obligée un peu, après je fais ce que je veux, mais parce que de moi-même, c'était hyper difficile de faire ce choix-là, tu vois. Et en fait, Alban, ça se passe très bien à la crèche, voilà, c'est pas un souci. Mais voilà, moi, psychologiquement, ça m'a aidé à passer le cap. Donc j'ai un suivi, j'ai... donc une psychologue toutes les semaines. Ça aussi, ils s'en assurent, tu vois, avant que tu sortes, tu dois leur donner le nom. C'est comme ça, ils vérifient bien que c'est ce que tu fais, tu sais où tu vas. Donc, une psychologue toutes les semaines, psychiatre tous les mois. Et là, la psychiatre m'a dit, et c'est vrai, parce que j'ai testé ça, tu as dû en entendre parler, mais les thérapies comportementales et cognitives, cognitivo-comportementales, ça a des effets excellents sur tout ce qui est anxiété et dépression, etc. Donc, je l'ai expérimenté à l'hôpital parce qu'un jour, il y a une psy spécialisée qui m'a fait une séance et c'est vrai que c'était excellent. Et là, la psychiatre m'a dit, franchement, il faudrait que vous fassiez ça. Après, moi, j'ai dit, franchement, ça me fait beaucoup de rendez-vous avec des enfants en bas âge. Je suis déjà à full, là. Mais je vais essayer. Il faut que je trouve le temps, là, de faire ça. Mmh. Donc, tu vois, après, quand tu me dis, ils suivent que tu vas chez les psychologues et tout, mais... Malheureusement, c'est pas remboursé par la Sécu. Malheureusement, c'est de ta poche. Malheureusement, t'es en mi-temps et ça a un impact sur les finances. Et je trouve ça dramatique et que le système français laisse les mères à ce point-là dans la détresse, parce qu'il se passe quoi quand t'as pas les moyens financiers ? Il se passe quoi quand t'es pas éduqué ? Je suis d'accord. Et ça n'a rien à voir avec toi et moi, mais je trouve ça... Mais oui, non, mais c'est désolant, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'il y a, tu vois, tout ça, je dois le composer moi-même. Et tu vois, même, j'ai pensé à aller aux urgences, mais en vrai,
tu sais pas, enfin, on sait pas, on n'a pas vraiment d'indication sur quoi faire, tu vois, surtout en question de santé mentale. C'est clair. Il y a des gros progrès à faire. Aujourd'hui, ma dernière question, c'est tu seras sous médicament à vie pour des troubles comme ça, ou est-ce que c'est possible d'en guérir? Alors, on m'a dit qu'il fallait l'envisager comme éventuellement à vie. Ok. Mais que ça pouvait être temporaire aussi. Je pense que ça se verra sur la durée. Je pense qu'il ne faut pas que je me pose trop la question sur, du coup, les 3 prochaines années. Et qu'après, on pourra se poser la question parce que je serai sortie de cette période de fragilité. Après, maintenant que, tu vois, que j'ai mes souvenirs de cette anxiété qui a toujours été là, il paraît que, tu vois, un antidépresseur à très faible dose à vie, il y a des gens qui prennent ça quand ils ont un terrain anxieux et que ça leur facilite la vie. Avant tout ça, tu vois, j'avais jamais pris de médicaments. Donc, tu vois, avant cette année, j'ai jamais pris de médicaments comme ça. J'avais de la réticence, enfin, dans le sens, je me dis, oh non, je vais pas commencer ça, tu vois. Et en fait, maintenant, je me dis, non, mais pourquoi? Je m'en suis fait un peu une montagne, quoi. Maintenant, je me dis, bah non, ça aide vraiment. Merci beaucoup, Madeleine, d'avoir accepté de parler de ça, parce que il y a très, très, très peu de mères qui ont malheureusement une place en unité mère-enfant et qui en parlent publiquement. J'imagine il y a tellement de culpabilité, de honte et de sentiments contradictoires envers ça, que le fait que tu puisses en parler publiquement, merci. Vraiment, je te remercie de m'avoir fait confiance et de le faire. J'espère que ça pourra aider des mamans à franchir le pas et de se dire, bah, ok, c'est pas une question de je suis folle, je suis pas folle, j'ai juste besoin d'aide. Ouais. Et j'espère aussi qu'il y a des professionnels de santé qui écouteront, parce que malheureusement, comme c'est très peu connu, je pense qu'il y en a, ils savent pas non plus où orienter quand il y a des problèmes. Oui. Mais on espère surtout qu'il y aura plus de prise en charge pour les mamans, plus d'accompagnement, une meilleure visibilité des soins de la santé mentale des mères, comme tu dis. Merci beaucoup, Madeleine. Merci à toi. C'était Madeleine Kless, créatrice du compte Postpartum ta mère. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, vous abonner sur les plateformes d'écoute ou à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Le podcast vient de reprendre après une longue pause bébé. Si vous cherchez un thème particulier, allez sur le site www.lamatrescence.fr pour trouver votre bonheur et le mettre dans vos oreilles. Il y a déjà plus de 115 épisodes. Cet épisode a été produit par Mini Minois. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.